je voudrais vous demander de prendre place. Rappelez-vous que nous avons des gens qui doivent participer dans cette session et qui attendent que vous soyez sur place. Alors, si vous êtes toujours debout, je vous demanderai de prendre place. J'apprécie votre attention. Alors, maintenant, nous venons de la courte pause. Bienvenue à notre session, deuxième session de la journée qui est en rapport avec l'économie circulaire pour le climat et la nature. Avant de continuer, avant d'introduire notre modérateur prochain, je veux vous demander de vous installer encore une fois et je vais souhaiter la bienvenue à nos participants en ligne. Merci beaucoup de rester avec nous de tous les coins du monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes très contents d'être ici à Kigali. Et excusez-nous si nous prenons vraiment un peu plus de temps juste pour nous remettre en place. Mais je pense que nous allons respecter le programme. Et voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler maintenant de l'économie circulaire pour le climat et la nature. Ça va être dirigé, modéré par une personne qui a 20 ans d'expérience, qui a travaillé sur les aspects liés au changement climatique et à l'environnement. Il a travaillé aussi, servi dans des rôles de plaidoyer stratégique, surtout sur les questions globales, telles que le changement climatique, le leadership, l'énergie durable, ainsi que la restauration du paysage. Alors, Wanjira, venez ici. Je demande des applaudissements pour Wanjira Maathai. Merci beaucoup pour cette introduction généreuse. Quel bon endroit, quel bon lieu de présentation de ce forum. J'aime ce forum. C'est vraiment riche en couleurs. Ça me rappelle de la circularité. C'est pas une seule chose, c'est beaucoup de choses. C'est partout, c'est autour. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter encore une fois la bienvenue à ce forum. Je me rappelle que j'ai participé à un forum il y a une année qui était complètement virtuel. Et par après, c'était hybride. Et voilà, maintenant, je suis contente d'être ici en présentiel à Kigali, mon endroit, un de mes endroits les plus préférés du monde. Tout ce que j'aime dans cette ville, c'est la question de dignité. Et la circularité, c'est à propos de la dignité. Alors, le climat, la nature, en rapport avec la circularité, c'est très important. Alors, voilà ce qu'on peut retenir. Nous avons tous retenu quelque chose de la COP27 et par rapport à la circularité comme moteur du développement économique de l'Afrique, quelque chose que nous devons voir parce que c'est en rapport avec aller de l'avant. Et il y a quelques minutes, je discutais avec quelqu'un autour de cela. Et avant de commencer, il y a un pôle qui va être lancé. Nous allons poser deux questions. Premièrement, comment est-ce que vous êtes satisfait? Quel est votre niveau de satisfaction par rapport aux résultats de la COP27? Pour vous, c'était très réussi, c'était un échec. Alors, si vous avez été très, très satisfait, il faut donner la note la plus élevée. Donc, donnez juste un seul mot, juste pour représenter ce que vous pensez. Il y a eu des questions. Au moment où je vous parle, je pense que vous allez continuer à répondre à ces questions de la manière que vous voulez, parce que de plusieurs façons, de toute façon, c'est comme ça que ça va formuler les discussions. Et comme vous le savez, le travail qui a été fait à Sharm el-Sheikh a été une reconnaissance de l'urgence d'une action climatique pour gérer faire face aux défis. Il y a deux questions, surtout en rapport avec la circularité. Nous devons bien entendu savoir que nous avons un long voyage à faire.
la volonté politique s'est montrée, surtout en ce qui concerne comment aborder les impacts en rapport avec les dégâts, comment aborder ces aspects de manière simultanée. Et il y a des décisions qui nous ont inspirés, mais comme vous le savez, nous sommes au centre des vies de plusieurs personnes et nous savons les dégâts que le changement climatique cause sur les vies humaines, surtout les émissions de gaz à effet de serre, et surtout dans plusieurs coins du monde. Donc, il semble que nous ne faisons pas suffisamment. Mais la science est là. Nous savons que la science a été claire, a joué un rôle important et nous devons absolument pousser les limites de nos capacités à nous adapter. Pensez-y. Et c'est très important de penser que le rapport coût-efficacité est très important. Alors, je dois soulever le fait que la volonté politique et financière commence à se développer pour renforcer l'agenda. Et nous devons absolument être à mesure de voir quelque chose qui se reflète dans les agences pour aboutir à l'adaptation. Alors, nous devons agir maintenant et la fenêtre est la durée, le temps nous imparti est très court. Nous devons alors avoir en effet un impact sur le coût. Nous devons investir dans les économies circulaires, mais aussi dans l'adaptation. Alors, les économies circulaires et l'adaptation, c'est comment nous nous comportons vis-à-vis du climat. Alors, cela constitue le dénominateur commun des différentes crises auxquelles nous avons fait face. Le changement climatique, la perte de biodiversité, ainsi que les autres aspects. Nous devons faire en sorte que 30% de nos émissions de gaz proviennent de nos modes de vie, de nos façons d'emballer les aliments que nous consommons, de la manière de préparer nos aliments. Ça vient des rejets de déchets, de nourriture. Donc, le changement climatique et l'économie circulaire sont liés. Donc, si vous essayez de regarder la production alimentaire a eu un impact sur les systèmes de production agricole. Donc, il y a beaucoup de déchets et c'est un domaine sur lequel nous devons absolument réfléchir de manière circulaire. La nutrition, la sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire prévaut toujours. Ça existe partout dans tous les coins du monde. Et nous devons absolument savoir qui est-ce qui a la main sur les paniers de nourriture pour que nous sachions effectivement comment nourrir les pauvres qui n'ont pas quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, c'est injuste qu'il y ait des gens qui mangent et qui ont même de la nourriture à jeter et d'autres, tandis qu'il y a d'autres qui n'ont rien à mettre sous la dent. Donc, nous devons absolument utiliser les connaissances locales, les connaissances autochtones pour essayer de développer ce concept de circularité, surtout en ce qui concerne les systèmes alimentaires. Donc, je pense que presque tout le monde a lu le rapport formidable qui a été produit par l'Institut, une organisation qui travaille avec le gouvernement du Rwanda, qui travaille avec les différents autres réseaux en matière d'économie circulaire. Et je pense que vous avez regardé ce rapport. Il y a deux messages clés. Nous devons accélérer la croissance dans la circularité pour faire une différence dans le secteur privé, surtout que le secteur privé est très important. Alors, je voudrais m'arrêter là et dire que l'idée de circularité est très importante ici en Afrique et je suis contente d'être dans cette conférence et je suis contente que cette conférence est tenue ici à Kigali et je suis sûr que la circularité, surtout pour la plupart des orateurs qui m'ont précédé, ce n'est pas seulement un besoin, mais c'est une obligation. Les gens parlent de la circularité de plusieurs façons et nous devons réfléchir
à un avenir plus durable en tenant compte de cette circularité. Et la circularité, normalement, se trouve dans nos pratiques indigènes, autochtones, dans nos cultures locales. Je suis consciente du fait que nous utilisons l'expression de circularité de la vie, la transformation de la vie. C'est très important. Alors, merci beaucoup. Je voudrais m'en arrêter là. Alors, je voudrais appeler le premier orateur pour savoir ce qu'il pense. Alors, certains sont satisfaits. Alors, par rapport à l'économie circulaire au cours de la COP 27, certains sont satisfaits, d'autres ne sont pas satisfaits. Nous devrions réfléchir aux 6 années devant nous par rapport à cette décennie. L'autre question que nous avons vue, quelle était, de votre point de vue, la chose la plus réussie? Un mot pour résumer tout, c'est l'adaptation. C'est vraiment étonnant, c'est vrai. C'est le mot le plus important au fur et à mesure qu'on avance au cours des 6 prochaines années de cette décennie. C'est l'adaptation. Gardons cela à l'esprit. Merci beaucoup pour votre participation. Maintenant, je voudrais introduire une vidéo qui a été produite par des activistes jeunes. Pas de vidéo. Pas de vidéo par rapport à... Alors maintenant, on va entrer dans notre premier panel. Donc, nous allons parler de ce qu'on a tiré de la COP 27 pour l'Afrique. C'était une COP africaine et je dois dire que c'était pas pour des raisons géographiques, mais à cause des questions qui tiennent à cœur l'Afrique. Donc, il y a des discussions qu'on va avoir de 2 personnes importantes, Adriane Zacharias, qui est la vice-directrice, ça fait 10 ans, d'un programme sur la consommation de UNEP. Bienvenue, Adriana. Il y a aussi Davina Milenge, qui est aussi représentante de la BAD. Bienvenue. Voilà, je vais commencer par vous laisser donner vos idées sur les questions et puis on va faire des discussions. Alors, je commence par l'extrême droite. Merci beaucoup, Wanjira. Voilà, je suis rwandaise et je suis contente de vous souhaiter la bienvenue à la maison. Alors, qu'est-ce que nous avons retenu de la COP 27? Je pense que nous avons fait beaucoup de recherches sur les économies circulaires et j'ai eu beaucoup d'informations. Et au niveau de la Banque africaine de développement, nous avons introduit l'économie circulaire, et ça fait 3 ans, et nous avons fait une recherche dans nos programmes et nous avons remarqué en creusant en profondeur qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été faites. Alors, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, comme ça a été mentionné, surtout les pertes et les dégâts, surtout l'importance des économies circulaires comme étant une solution. Donc, l'économie circulaire a été mentionnée comme étant un outil très stratégique. Vous avez mentionné, Wanjila, sur le fait qu'on approche la fenêtre pour réaliser les ODD, surtout 2030. Et ça, c'est très important en ce qui concerne comment résoudre la crise du climat à laquelle nous faisons face. Et l'autre aspect, bien entendu, c'est un rapport avec le conflit, le redressement post-Covid. Alors, les résultats sur les dégâts et les déchets et au niveau de la BAD, ça a été très important pour nous, c'est que on a souligné comment on fait
le business. J'ai écouté plusieurs entrepreneurs, j'ai fait la recherche et je les ai écoutés sur comment ils font les affaires. Et je pense que ce sont des messages qu'il faudrait absolument répercuter ici, que les donateurs, les bailleurs puissent entendre cela. Alors, de là d'où je viens, on parle de 25 milliards de dollars de financement pour jusqu'en 2025. Alors, j'ai parlé pendant les panélistes et je me suis dit où se trouvait cet argent. Et le message au cours de la COP a été comment est-ce qu'on peut faire un changement de façon de travailler. Et on a voulu que ce message soit transmis. Et en transmettant ce message, nous avons pensé que ce serait facile de passer de la façon traditionnelle de faire les affaires et de passer à une façon qui tient compte des innovations, comme le jeune homme l'a exposé précédemment sur les solutions textiles. Alors, ces business doivent trouver une porte ouverte, c'est-à-dire toquer aux portes de là où se trouve beaucoup d'argent, les gros montants d'argent. Et nous avons pensé qu'il fallait aussi tenir compte des communautés à la base. Quand on parle de l'entrepreneuriat, nous devons avoir les infrastructures pour l'entrepreneuriat. Ce sont des choses qui doivent être financées par les bailleurs. Ça ne pourrait pas être seulement quelque chose de financé par les acteurs internes. Donc, il y a deux messages. Le premier message, au moment où je vous parle, nous devrions absolument faire la vitesse et puis la mise à l'échelle. Alors peut-être dans le public, les gens peuvent ne pas savoir ce que c'est un hub NDC de l'Afrique. L'Afrique contribue d'une certaine manière dans les processus parce que toute l'Afrique a adhéré à l'accord de Paris. Alors, il y a une question de leadership. Ce qui doit être fait, comment est-ce que cela peut se réaliser? Cela doit être dans une feuille de route, dans un document de vision. Quand vous essayez de voir, vous allez remarquer qu'on ne peut pas opérationnaliser cela. Le travail qui doit être fait, c'est de faire un ciblage, apporter des solutions séculaires. Les énergies, les projets sur les énergies, vous allez trouver des projets sur l'eau, vous allez trouver des projets sur les systèmes alimentaires. Alors, il faudrait trouver le langage adéquat d'exprimer cela. Parce que vous avez parlé des savoirs autochtones, des solutions autochtones, tout ça est compris. Mais bien entendu, ce n'est plus du point de vue académique pour que le secteur privé puisse s'engager. Il faut trouver une façon de les amener sur le marché, de les faire comprendre qu'il faut des solutions séculaires. Alors, ils ne peuvent pas vulgariser eux-mêmes. Il faut qu'on les vulgarise. Donc, je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Devina. Oui, vous avez souligné les succès, surtout l'élan au niveau des les MDGs. Comment est-ce que ça peut et comment il faudrait que les portes des bailleurs s'ouvrent pour les entrepreneurs? Alors, oui, je pense que MDVs peut faire beaucoup. Et ça, c'est un élément très important que vous venez de souligner. Alors, il y a eu beaucoup de recommandations. Alors, quelles sont vos idées? Merci beaucoup pour votre invitation à participer à ce forum. Merci au gouvernement du Rwanda, au gouvernement de Finlande, à l'organisation CITRAC. Alors, je pense que c'est formidable d'être ici en Afrique et être ici pour constater les opportunités qui s'offrent en Afrique. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré de cette COP? Alors, la question principale, c'est qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que ça va se passer? Je reste optimiste par rapport à ce qui a été dit. Alors, il y a deux choses. D'abord, la justice en matière de climat. Alors, et la réduction du réchauffement à
à 1,5 degré. Alors, il y a eu l'accord sur la gestion des dégâts, des dommages causés. Ça, c'était important. Alors, bien entendu, on doit savoir comment opérationnaliser tout ce qui a été décidé pour pouvoir réaliser les objectifs de la COP. L'autre aspect qui m'a touché, c'est l'appel du secrétaire général pour impact climatique. Alors, engager les différentes parties prenantes, engager davantage de ressources. Et par rapport à l'Afrique, nous avons remarqué qu'il y a un leadership, le leadership sur le continent. Et l'Égypte a lancé l'initiative globale sur les déchets. Donc, la mise en place des unités de transformation des déchets plastiques, l'introduction de la bicyclette verte. Alors, la question de savoir si on va avoir les finances dont on a besoin. Nous avons des retards dans les promesses parce qu'on a parlé de 100 milliards de dollars de besoins, mais les engagements sont en deçà de cela. Donc, nous avons aussi discuté des émissions des combustibles fossiles. Nous avons discuté des effets du changement climatique. On a parlé, par exemple, de la sécheresse au Kenya et dans l'autre partie de la Corne de l'Afrique. L'UNEP est déjà conscient de cela. Donc, je pense que les messages sont clairs. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y a l'engagement des différentes parties prenantes à la COP27. Alors, nous avons besoin d'un système de transformation et l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui ici est une opportunité en or. Nous devons absolument être en mesure de mettre en place ces mécanismes et de développer les économies circulaires ensemble avec les énergies renouvelables. Et donc, pour atteindre la réduction des émissions de 1,5 degré. L'autre aspect qu'on a abordé, c'est la mobilité. Nous pourrions réduire de 40% les émissions qui sont dues à la mobilité, donc qui sont dues aux objets de transport. Donc, si nous essayons de regarder les politiques en cours actuellement, nous visons 2,8 degrés d'ici la fin du siècle. L'objectif des objectifs, c'est de réduire jusqu'à 2,4, mais ce n'est pas suffisant. Je voudrais m'en arrêter là. Alors, Adriana, merci. Vous avez mentionné quelque chose de très important et que beaucoup de personnes dans la salle ont besoin d'entendre. Cette idée de changement de mentalité et de pratique est une question très importante et cela pourrait peut-être être utile dans le développement de ces économies circulaires. Alors, si vous essayez de regarder le coût des capitaux en Afrique, l'absence de technologie, et ainsi de suite, quelle est l'opportunité réelle pour un leapfrogging d'Afrique? Alors, de toute façon, alors, l'économie circulaire n'est pas une nouveauté en Afrique. Ça a été dit dans les discours précédents. Donc, je pense que nous sommes dans une économie linéaire. Nous avons besoin de finances, de la technologie. Nous avons aussi besoin des investissements pour mettre à l'échelle les différentes solutions qui sont proposées. Alors, aujourd'hui, on est en train de voir comment est-ce que cela pourrait devenir une norme. Il est important, la question n'est pas seulement financière, mais c'est aussi le cadre. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des politiques qui peuvent
dire que aucun restaurant ne serait autorisé aujourd'hui à jeter la nourriture. Donc, la nourriture qui est jetée ne devrait pas être déversée sur l'espace public. Donc, pouvons-nous saisir l'opportunité que nous avons pour créer des gens qui font que cela soit respecté. Alors, si on parle d'innovation et que nous regardons ces économies transformatives, nous avons besoin davantage d'innovation. Mais est-ce que nous avons les connaissances nécessaires? Est-ce que nous sommes en train de donner ces connaissances aux jeunes pour que les jeunes puissent effectivement jouer un rôle dans le domaine agricole, dans la mobilité? Donc, nous avons besoin davantage d'investissements pour transformer le système éducatif. Et parce qu'en transformant le système éducatif, nous allons développer davantage de nouvelles connaissances. Merci. Alors, oui, cela évoque la question que vous avez soulevée sur les aspirations des MDCs. Comment on peut les impliquer dans l'action nationale, surtout en ce qui concerne l'adaptation. Cela va être très important du moment que nous voulons le rôle du secteur privé. Je crois que en essayant de faire la séparation, nous n'avons pas fait la justice comme telle. Et voilà ce qui a été créé. Le financement des industries de ceci, de cela, dans des... Non, nous, on sait comment financer ou budgétiser les développements nationaux parce que nous avons fait cela pendant longtemps. S'agissant de NDCs, n'est-ce pas? Cela vient du ministère de l'Environnement. Cela peut être une lutte, on essaie de lutter dans le ministère des Finances, comment les gens qui savent faire la budgétisation en faveur de la nature. Mais j'ai l'impression qu'il y avait une perte d'opportunité en essayant de financer les opportunités qui peuvent accélérer à travers la budgétisation nationale vers l'exécution. Dans la révision des indices, les processus sont les mêmes. Et donc, on attendait l'argent des bailleurs de fonds pour le financement des indices. On disait, voilà, on va réduire les émissions si on a ces fonds supplémentaires. Voilà qui a perdu du temps en termes d'avancer sans trébucher. Alors, les finances qui viennent rapidement, c'est le budget national. Et ça, pour ça, il faut de l'adaptation. C'est l'adaptation qui vient de l'Union africaine? Non. C'est le budget national qui vient au devant de la scène. Et en essayant de mettre ça comme... et avec les États africains, on ne dit pas, voilà, on n'influence pas le secteur privé. Quand vous venez ici, le secteur privé dans ce pays est la force de dérisquage qui a la vraie perception du risque en termes d'exercice des affaires. D'accord? Et c'est cela qui doit être le vrai espace. Les profils de risque, on se sert de divers paramètres pour obtenir le changement en essayant de faire le vrai diagnostic à travers les indices. Et là, nous avons un processus sans obstacle à travers des ministères chargés de la matrice et de la narrative. Alors, lorsque vous financez, vous allez vous rappeler qu'il faut refaire la résilience et mettre tout ça dans le coût total. Et à la banque, nous essayons de faire cela en faveur du fonds de l'infrastructure du continent africain. Et ça, c'est à travers
Africa 50 Today. C'est un fonds pour des grandes infrastructures, parce que quand on voit les portefeuilles des environnements, c'est comme une assistance technique. Alors, on doit d'abord faire la résilience, reverdir l'économie, c'est crucial. Et ces deux-là ne doivent pas faire partie des deux documents différents. Voilà. Vous avez bien abordé la chose. Oui, je crois qu'on perd 5% du PNB sur l'adaptation. Alors, vous avez raison. Merci, Davina. Je vous retournerai la parole après. Qu'est-ce qui vous donne l'espoir, vers l'espoir à partir de COP 27, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura 28 aussi. Qu'est-ce que nous devons faire? Que faut-il faire? Des exemples sont ceux que nous venons d'entendre. J'ai deux choses à dire s'agissant encore de... je crois que pas à pas, les gouvernements ont commencé à intégrer le projet de circularité. Et je suis heureuse de voir dans vos rapports l'importance de souligner le changement des modèles de consommation, n'est-ce pas? Le potentiel et l'importance de changer aussi le consommateur, c'est très important. On doit examiner les voies rapides de changer de mentalité, de comportement. Vous savez, il faut se rendre compte si la nourriture que nous prenons est locale ou pas. Et la mobilité, je pense que les changements s'imposent et il est important. Les citoyens doivent vivre dans des conditions favorables qui les aident à s'adapter dans ce système de circularité. Si vous n'avez pas de transport public, comment est-ce que vous aurez votre propre voiture, par exemple? Et l'infrastructure est importante. Dernier point que j'ai à dire, Davina l'a abordé, le NDCs. Vous savez, je crois, le gouvernement trouve de l'assistance dans l'intégration de la circularité dans les NDCs pour éviter le dédoublement des efforts. Je voudrais donner à Davina la chance encore d'intervenir. Mon dernier mot porte sur la dette. Vous avez parlé de 50% du PNB. Vous savez, les pays les plus vulnérables ont le fardeau de risque. Les pays, un grand pourcentage des pays africains sont hautement endettés et nous sommes en train de faire ce qu'on appelle financement circulaire pour les pays les plus vulnérables. Et au niveau de CAP, on parle à l'adaptation, on a parlé de l'adaptation on a découplé d'ailleurs, on a plutôt découplé la dette vis-à-vis du financement de l'environnement ou de l'adaptation pour les pays à faible revenu. Et à moins que nous ne trouvions des financements abordables, il faudra une compensation. Merci, mesdames. On doit vous applaudir. On va voir un message vidéo d'Isabelle COP27 qui... Je suis Isabella.
Touchedo. Merci pour votre invitation. Je tiens à vous parler de la circularité. Oui. Il est temps de se rendre compte du potentiel des ressources, des solutions qui sont tangibles, et on peut se rendre compte tous les ressources qui sont, en tant que coprésident de International SOSPEN, les ressources utilisées Assessing of natural resource costs 90% of global biodiversity loss, around 50% of climate change impacts, and a third of health-related pollution impacts. IRP scenarios modeling tells us that if you don't make far-reaching change, global material extraction and all its environmental impacts will triple before 2060. So we can also see the unequal distribution in who benefits from resource extractions. Factoring trade, we can see that the material footprint on the average person in a high-income country is 13 times greater than the average citizens in a low-income country. The science is clear. If you don't change our resource use partners, the global community's climate and biodiversity targets will stay out of reach. The message comes from the other intergovernmental science platforms, not just International Resource Panel. IPCC's latest working group 3 report on mitigation centralized the role of material solutions. The IPPS Global Assessment on Biodiversity offers similar messages. At COP27, all 3 scientific panels came together in an event hosted by the German government. We all gave a clear shared message. Governments need to leverage the full power of systemic resource solutions in our national climate and biodiversity plans. The Global South can really lead the way. Imagine the power of mega biodiverse countries using resource use science to develop sustainable biomass economies. This is one example, and we have another one because we have alternatives, and we need to address better our singularities as global South countries. So we have a great opportunity to harness the full potential. I hope the World Circular Economy Forum and your dialogue in this session contributes to that opportunity. Thank you, and I wish you all the very best for a successful event. Thank you, Isabella. That was Merci Isabella, un message magnifique. L'usage des ressources doit changer aussi. J'aimerais faire venir Carl Hellevy, responsable de la collaboration mondiale à Citra, Wanjira Matai aussi, du PNUD, et Maxwell Gomera. Bien, je crois qu'on s'est mis d'accord que l'adaptation, la biodiversité sont centrales, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous laisser dire quelque chose d'abord. Je suis honoré de faire partie du panel aussi. Oui, bien sûr, la nature, c'est la base de toute la vie, ce qu'on a dit. Parfois, on ignore la nature quand on produit, on doit fabriquer nos produits. Et les mesures, n'est-ce pas, jusque-là, de protection de la nature ont été cruciales, mais n'ont pas été suffisantes. Et pour cela, il faut élargir le panier des outils, des mesures de protection de la nature, par exemple,
l'extraction, la transformation des matières. Il faut donc voir le niveau mondial comment renouveler ces matières, n'est-ce pas? Si vous vous concentrez sur un élément, vous allez trouver la distraction par rapport au reste. C'est vrai, on a besoin de matière, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais il nous faut il nous faut une économie circulaire comme boîte d'outils. Mais une chose qui s'applique à tous est que les discussions doivent se focaliser sur la technique, sur le cycle technique, n'est-ce pas? On a le cycle biologique, on a pensé comment produire les denrées alimentaires, comment cette année nous avons à Citra, nous avons élaboré un rapport qui établit la connexion entre l'économie circulaire et la biodiversité. D'accord. Et alors, on a les mesures claires, clés, c'est que on peut renverser une partie de la tendance et il y a des résultats positifs qui se dessinent déjà. Maxwell, vous pouvez répondre à certaines pressions qui viennent de l'agenda de développement déjà sur la biodiversité. Oui, je pars d'une séance inspirante qu'on a eue ce matin. Vous savez, même pour ceux de nous qui sont vraiment séparés de la nature dans notre vie quotidienne, quand on voit nos villages, là où on a grandi, n'est-ce pas, il y a une vérité qui dérange. J'ai grandi dans un village qu'on appelle Kadoma au Zimbabwe, une zone minière, une petite zone minière au sud. Et là, j'étais berger de notre troupeau dans la savane africaine. Vous savez, oh, j'adorais mon village, Mondoro. Et par là, je nageais même. Et j'attrapais du poisson. Il y avait une forêt verte autour. Alors, les rivières étaient pleines de poissons. Et l'eau était fraîche. Et ça me reste collé à l'esprit. Et alors, la fois dernière, je suis allé... quand j'allais au village, aujourd'hui, mon Doro, mon village, n'est plus ce qu'elle a été. La forêt a été complètement dénudée et remplacée par on ne sait quoi. La rivière a desséché et je dois emmener ma nourriture pour aller au village et ma propre eau. Les gens qui vivent à Mondoro sont frappés de plein fouet par la pauvreté. Alors, l'histoire de mon village n'est pas particulière au Zimbabwe. C'est ça toute l'Afrique qui souffre de l'impact du changement climatique, de la pression démographique, Covid et la guerre russo-ukrainienne. Alors, les choix de développement que nous allons faire vont être importants pour l'avenir. Alors, on peut faire quelque chose aussi pour ceux qui vivent dans mon village. Et dans cette conversation d'aujourd'hui, je suis très excité. Je tiens à savoir comment explorer ce que nous pouvons faire. Et je pense qu'il y a 3 éléments, 3 terrains dans lesquels on peut jouer. D'abord, comment financer la transition comme il le faut, que ce soit vers l'économie verte ou dans l'économie circulaire. Deuxième élément, comment garantir que les technologies sont disponibles. 3, comment autonomiser les conversations nécessaires
pour donner lieu à des conversations telles que celle-ci, n'est-ce pas, dimensionner les rêves et les espoirs pour les Africains et pour tout le monde de par le monde. Merci, Maxwell. Voilà ce que je reconnais dans ce que vous avez dit. Et les gens qui ont grandi dans vos circonstances, franchement, et vous avez placé le sens du progrès qui a détruit malheureusement. Alors, à quoi ressemble la viabilité dans ce monde-là? Que devrions-nous faire différemment en termes de développement? À quoi voudriez-vous que la transition ressemble? Je pense, d'abord, il faut avoir un point de référence commun sur le problème qu'on essaie de résoudre. Il y a une semaine, j'ai visité une dame dans son village Houye, ici dans ce pays, qui a commencé ses affaires sur le traitement des déchets. Elle produit les engrais maintenant qui sont de niveau mondial. Elle peut les exporter partout au monde. Elle a 32 membres de son personnel, et elle transforme les déchets en plastique. Alors, une semaine après, j'ai rencontré une autre jeune fille qui produit les fraises dans des systèmes hydroponiques. Alors, elle dit qu'elle utilise des eaux sales qu'elle transforme. Alors, les possibilités sont là et les choses peuvent se faire. Et le gouvernement du Rwanda s'est engagé en faveur d'une transformation plus verte, plus résiliente et plus inclusive. Et à l'UNDP, au PNUD, nous prenons ça pour carrément acquis. Et donc, nous, une jeune femme qui dit, voilà, qui fait un tel business, elle va à la banque pour chercher le financement, on lui dit, ben, votre projet n'est pas bancable. Alors, nous, on doit créer un financement qui s'adapte, qui reçoit toute forme de projet. Et donc, voilà, j'apprécie Monsieur Carré. Vous avez dit qu'on dépense plus sur le cycle technique et non sur le cycle biologique. Pourtant, l'alimentation fait partie de... Quand on parle de transformation des systèmes alimentaires, vous savez, c'est vraiment... Ça soulève beaucoup d'encre et de salive. Et que faut-il avoir à l'esprit quand on examine la sécularité de nos systèmes alimentaires de manière viable pour essayer de répondre à la vision que vous vous faites? Oui, dans le contexte africain, pour être juste, nous, on examine aussi la situation mondiale. 50% de la terre habitable est utilisée pour l'agriculture. Et voici ce qui produit des émissions, beaucoup d'émissions. Mais je crois que la bonne nouvelle est que cela fait partie des solutions aussi. Il est donc facile de tirer des solutions. Il faut régénérer l'agriculture qui aura 10% des impacts positifs. Donc, la tendance principale de l'agriculture africaine est réduire l'usage des engrais. Bien. Et dans le contexte africain, on peut préparer sa terre avec un système de gestion. Je garde dans mon esprit les forêts comment on dit, les forêts de l'oc au Ghana, qui est connectée à la biodiversité. Je ne savais pas que cela
a été connecté à la technologie aussi. Alors là, les agricultures ne sont pas propriétaires de leurs terres. Par conséquent, il devient difficile d'améliorer la gestion de la terre et de la biodiversité. Par conséquent, je crois qu'il faut avoir ce type d'exemple pour résoudre ces problèmes qui se retrouvent partout. Alors, il y a une seule chose. Il faut examiner la perte alimentaire, la réduction de 50% des pertes alimentaires. Vous savez, on pense à l'effet de santé, à l'effet santé de l'alimentation, mais on ne considère pas la perte. Il faut examiner la consommation. Il est bon d'examiner que le type de... vous savez, la perte des aliments pourrait nous empêcher de libérer les terres, une bonne partie de nos terres. Merci. J'aimerais faire le suivi par rapport à ce que vous avez parlé d'un changement en matière de régime alimentaire. La nutrition fait partie de l'agenda développemental du continent africain avec le message de réduction de la consommation, alors qu'ailleurs, on essaie d'encourager les gens d'améliorer ou rehausser le niveau de consommation en faveur des enfants, par exemple. Sur le plan international, je comprends qu'en Afrique, le niveau de consommation de la viande est déjà viable. Je pense donc que vous êtes plus avancé dans cette perspective. Je n'attendais pas cela, mais vous venez de le dire. Maxwell, je reviens vers vous. La réalité de notre développement, de notre façon de nous développer sur le continent. La vulnérabilité, c'est le premier facilitateur de la pauvreté, mais l'adaptation s'y adresse. Alors, la première chose sur l'adaptation, c'est le développement économique. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Oui, je ne crois pas qu'il y ait une contradiction entre développement et faire la vraie chose, ce qu'il faut faire pour l'environnement. Vous savez, ces pays qui ont décidé de créer une fausse dichotomie entre les deux, on paye le prix. Et il faut faire le choix. La transition vers une économie verte ou circulaire sur une taxe sur notre développement. C'est comme la preuve. L'investissement dans l'énergie verte crée plus d'emplois que dans d'autres industries. Et ici, dans ce pays, nous avons un problème. Pas seulement ici, mais partout sur le continent, partout au monde. On perd, en 2019 par exemple, une zone équivalente à un terrain de football de pays chaque seconde dans chaque pays. Vous savez, c'est tragique. Si on doit perdre un espace comme ça de forêt chaque seconde, alors qu'on doit créer l'espace pour la faune et des écotourismes. Je vous ai parlé des systèmes hydroponiques. Non, il est inacceptable que les petits exploitants constituent 20% de la moyenne mondiale. L'accès au financement, on peut améliorer. Il est donc inacceptable Merci Maxwell. Donc nous pouvons
le secteur alimentaire constitue une opportunité énorme. Je vous reviens, Carrie. Qu'est-ce qui vous donne l'espoir sur ce secteur dans les systèmes alimentaires? L'opportunité de circularité se dirige vers où pendant cette période? Ce qui me vient à l'esprit dans toute la perspective, nous avons eu une magazine en Finlande l'an dernier et un endroit pour... on a demandé à un enfant de l'école maternelle, c'est quoi l'économie circulaire? Et c'est d'avoir, et les enfants avaient répondu, c'est d'avoir des produits qui durent. Oui, je dois dire que des transformations similaires se produisent et des systèmes alimentaires beaucoup plus viables l'alimentation de qualité, c'est quelque chose que nous exigeons, nous demandons. Et il y a des innovations nombreuses qui doivent se produire dans les secteurs agricoles, alimentaires. Maxwell, oui, en adoptant l'économie circulaire, on peut sauvegarder les rêves et espoirs des générations qui ont envie de réaliser leurs rêves. Et au village de Mondoro, à mon village, il y a des gens qui essaient de survivre, de gagner la vie. Mais en faisant ceci, ils délavent encore une fois les terres et ils s'exposent même au contact avec la faune sauvage. Thank you very much. The truth... Merci beaucoup. La vérité, c'est que l'économie circulaire serait un outil très, très fondamental dans le renforcement des capacités. Je me suis rendu compte que l'Afrique est un continent hyper diversifié. Regarde la forêt de la rivière Congo et aujourd'hui, il y a des risques puisque nous n'avons pas encore mis la valeur de cette forêt, de telles forêts au centre de nos économies. Donc, nous devrions travailler sur les réalités, nous devrions exploiter la réalité de toute cette diversité du continent. Les aliments se trouvent au centre de cette diversité. Merci beaucoup, merci Maxwell, merci à tous. Merci beaucoup. Thank you. And, merci. Le dernier débat sera avec le ministre d'État chargé de l'environnement de la République finlandaise. Je suis très, très ravie puisque nous allons discuter de tout ce dont on a parlé. À vous la parole. Je vous invite ici, Terry. Je vous invite ici. Merci beaucoup, Terry. Je vous permets de réfléchir sur ce que vous venez d'entendre et puis vous allez nous parler. Merci beaucoup tout d'abord. Je vous remercie le gouvernement du Rwanda à travers vous de nous avoir permis de participer à ce forum merveilleux ici en Afrique. Je suis très contente de pouvoir se focaliser sur l'Afrique. Je peux dire que je viens d'assister à une conversation vraiment brillante et nous devrions apprendre les uns des autres. Il s'agit de mener des conversations semblables pour échanger des meilleures pratiques et puis apprendre les uns des autres. Là, je parle du Sud et du Nord. On devrait chercher des solutions ensemble. Terry, à vous la parole. Je sais que vous aimez l'action. En fin de compte, on nous a parlé des NDC. Tous ces plans ambitieux se traduisent en action dans le pays. Que pensez-vous de ce qui se passe au niveau des pays? Ce que nous faisons chez moi, c'est le suivant. Le climat est prioritaire.
nous nous focalisons sur nos priorités, nos engagements vis-à-vis du climat. Notre panel nous a donné des conseils en ce qui concerne ce que le Finlande doit faire pour se conformer à l'accord de Paris. Pour nous, il faut réaliser ces ambitions d'ici l'année 2035. Nous avons inséré ces accords dans nos lois et nous avons des cibles vertes qui y sont alignées. Nous avons des politiques, nous avons des mesures, nous avons lancé des mesures et nous travaillons très dur. Et nous savons ce qu'il faut faire. S'agissant de la diversité, il nous reste beaucoup à faire. De par le passé, nous avons augmenté nos financements vers la conservation et la restauration des forêts. Et nous cherchons à avoir des résultats de Montréal provenant du cadre de diversité mondiale. Et l'économie circulaire est notre outil pour trouver des solutions. Nous avons une stratégie sur l'économie circulaire et c'est la première fois que nous lancions des cibles quantitatives sur l'efficacité. Donc voilà, nous travaillons à travers ces programmes et nous nous focalisons sur ces activités. Dans le premier dialogue, on avait entendu parler des financements, la qualité des financements, la perte des financements. Donc, c'est vraiment la faiblesse la plus importante en ce qui concerne la voie à suivre. Il y a aussi les manquements vis-à-vis des données. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions à ces lacunes? Donc, l'accès au financement est aussi très important pour nous dans notre économie. Par exemple, dans notre plan de recouvrement pour la COVID, une moitié de ces fonds est affectée à l'économie verte. Et ces ressources accélèrent notre transformation en une économie neutre vis-à-vis du climat. Mais c'est là où la communauté internationale ainsi que les agences de développement, les banques de développement, et je pense qu'on a déjà mentionné ça dans les deux débats, ça a été mentionné, c'est là où nous devrions assurer qu'il y ait l'accès aux finances. Les entrepreneurs finlandais ont des taux d'intérêt très différents de ceux du Rwanda et d'autres pays. Donc, c'est là où on devrait travailler très dur pour améliorer ces instruments, pour que les finances soient accessibles. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont très contents que les ADM, on a appliqué de la pression sur l'ADM pour qu'ils travaillent dur. Donc, nous allons maintenant écouter la ministre rwandaise chargée de l'environnement, Dr. Jean-Darc Mujawamaria, avant qu'elle nous parle. Je voudrais vous poser une question, Terry. Qu'est-ce qui vous donne l'espoir comme on se prépare pour entrer dans l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut améliorer en ce moment? Donc, ce qui m'encourage, c'est de tels événements. Et c'est d'écouter les entrepreneurs. Il y a eu ces entrepreneurs qu'on a écoutés tout à l'heure, et puis l'énergie qu'on voit chez moi. Il y a aussi la façon dont l'innovation est pratiquée. Donc maintenant, c'est aux politiciens comme les ministres de travailler sur, de lancer de bonnes décisions. Les outils sont disponibles et nous avons
des organisations, nous avons des processus en place. Maintenant, il est temps d'agir. Merci beaucoup. Vous et moi, nous allons nous asseoir et puis souhaiter la bienvenue à Dr. Jean-Dac Maria. Elle est la ministre merveilleuse chargée de l'environnement ici au Rwanda. Dr. Maria, je vous invite au podium et vous allez donner les mots pour clôturer cette séance. Merci beaucoup, dit Madame la ministre. Merci beaucoup, ma sœur Otai. Excellence. Honorable ministre, le ministre, cher Katainen, Citra, si vous êtes ici présent, les excellences, membres du corps diplomatique, excellences, membres, les députés ici présents, distingués invités, mon frère du PNUD, le représentant résident Max, mesdames, messieurs, tout protocole observé. Bon après-midi. J'ai le plaisir de me joindre à vous, encore une fois, pour participer à cette séance. Ça a été vraiment un très bon débat sur comment ces approches pourraient nous donner des solutions au changement climatique et pour renforcer la diversité. Ces lumières me gênent un peu. Dans tous les coins du monde, nous devons notre mode de vie à la diversité de l'écosystème, ainsi que les services offerts par la nature. Veuillez m'excuser. Aidez-moi à diminuer un peu la lumière provenant de ces lampes. Aidez-moi, s'il vous plaît. Steve. C'est toujours le cas, malheureusement. Un peu fort, dit Madame la ministre. D'accord. Je vais ôter mes lunettes. La dégradation des écosystèmes naturels et la perte de la diversité nuisent à notre bien-être et notre développement économique. Quand nous y ajoutons les impacts du changement climatique, notre planète se trouve vraiment à un risque. Pour trouver des solutions à ces scénarios, nous devrions mettre les économies circulaires, le changement climatique et la biodiversité au cœur de nos politiques, nos stratégies, nos programmes ainsi que nos projets. Ici au Rwanda, nous travaillons au sein du gouvernement pour intégrer ces trois thèmes dans des politiques et stratégies nationales, ainsi que les stratégies de développement du district, ainsi que les plans stratégiques des secteurs. Quand les institutions considèrent l'environnement dans le changement climatique dans leur plan annuel et budget, nous pourrons réaliser notre objectif d'être neutre vis-à-vis des émissions de carbone d'ici l'année 2050 au Rwanda et à travers le continent et à travers le monde. Nous devrions bâtir la synergie entre l'économie circulaire et les actions basées sur le changement climatique. Nous avons une occasion vraiment unique pour bénéficier des résultats du COP27 pour lancer un appel à plusieurs actions et pour avoir des cibles visant le COP à venir sur la diversité. De tels efforts pourraient être renforcés par une économie circulaire. Excellence, mesdames, messieurs. En combinant l'économie circulaire à des actions climatiques,
on pourrait avoir un grand potentiel pour avoir la création des emplois verts, la gestion des terres durables ainsi que le terrassement, la cultivation du thé requiert beaucoup de travailleurs. En plus, les idées économiques pourraient générer des entreprises ayant beaucoup d'employés sous plusieurs formes, que ce soit des employés fixes ou des employés à mi-temps. Mais mettre en œuvre une telle économie circulaire et trouver des solutions au changement climatique et lancer les lois sur la biodiversité nécessite la collectivité, des actions collectives. Toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, le secteur public, la société civile et les partenaires en développement devraient travailler ensemble. Nous devrions avoir des décisions basées sur les preuves ainsi que la disponibilité des données. Ceci est possible à travers la disponibilité des données pertinentes et accessibles et en améliorant la collaboration dans les actions de recherche à travers les frontières. Excellences, mesdames, messieurs, travaillons ensemble pour intégrer les économies circulaires et les solutions basées sur la nature dans nos processus de développement pour réaliser nos objectifs d'atténuation du changement climatique. Ces débats aujourd'hui nous ont montré que l'intégration de l'économie circulaire dans nos actions de développement pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre, pourrait diminuer la perte de la biodiversité et pourrait renforcer nos capacités. Cependant, il est très important de noter que la réalisation de ces progrès se base sur des ressources financières adéquates. Le gouvernement devrait intégrer les ressources domestiques pour réaliser ces objectifs visant le développement durable. Le gouvernement devrait aussi mobiliser les ressources pour pallier à ces lacunes. Ceci nécessaire des mécanismes de financement mondiaux. J'aimerais clôturer en exprimant notre reconnaissance envers les organisateurs de cette séance très importante et à vous tous ceux qui ont intervenu. Votre contribution à ces actions et qui vise à arrêter la perte de la biodiversité nous encourage. Nous venons de lancer notre plan d'action pour l'économie circulaire au Rwanda. Et à partir de là, nous avons pris des décisions. Chacun de vous, avec l'arrivée du Noël, tout le monde devrait acheter ce dont on a besoin et non ce qu'on veut à partir d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est ce dont on a besoin. La plupart des fois, on achète ce que l'on veut, mais on n'utilise pas ces ressources. Donc, il vaut mieux acheter ce dont on a besoin pour les jours à venir, la saison, les fêtes de Noël. Travaillons ensemble comme équipe pour renforcer nos partenariats et nos collaborations pour assurer qu'il y ait une réussite et le développement durable pour bâtir un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci d'avoir clôturé sur ce mot vraiment merveilleux. Merci de nous avoir rappelé de réviser nos listes de courses. Il faut acheter ce dont on a besoin. Comment résumer un tel débat? Au début, on avait
commencé en parlant du COP. On a parlé de ce qu'on attend, ainsi de suite. Mais il y a eu un débat très, très intéressant. Il y a plusieurs dirigeants africains qui savent ce qui se passe, qui veulent y investir des ressources. On a parlé de la vitesse, de l'échelle, on a parlé de la transformation des systèmes. On a besoin aussi de passer, de passer à la prochaine étape. On a parlé de la sécularité, on a parlé du climat. L'économie circulaire veut dire une action climatique. Donc, on devrait élargir les paquets d'outils. J'aimerais vous remercier. Je remercie tout le monde. Je remercie nos hôtes et le Rwanda. Merci beaucoup, le Rwanda, de nous avoir accueillis. Merci beaucoup d'avoir organisé ce débat merveilleux. Ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, veuillez applaudir notre modératrice. Veuillez applaudir notre modératrice. thank you so much. Merci beaucoup. Mon travail maintenant est assez simple. Nous voulons souligner les séances qui auront lieu. Vous pourrez aimer y participer. C'est déjà montré sur l'application. Il y a une séance sur l'adoption de l'économie circulaire. Il y aura une séance sur l'économie circulaire en action. Et puis, le degré auquel nous allons connaître des réussites. Et puis, une feuille de route. Et aussi, bien sûr, il y aura une séance sur les points clés qui ont été mentionnés, les systèmes alimentaires qui sont au centre. Donc, vous allez pouvoir faire votre choix. Veuillez ne pas rater ce qui se passe. Donc, nous allons marquer la pause déjeuner. Il y a quelques annonces. Nous irons au premier étage. C'est le restaurant Soko. Mais si vous avez un point jaune sur votre badge, vous serez guidé vers B1 qui est au sous-sol et c'est là où le déjeuner sera servi. Il y aura des gens qui vont vous guider là-bas et le reste iront au restaurant Soko pour leur déjeuner. Mesdames, Messieurs, après le déjeuner, il y aura une séance très, très importante pour le commerce circulaire. Et j'ai une requête assez humble. Il faut qu'on soit ici à 14h40. 14h40. Donc, on aura plus qu'une heure pour manger. Il faut que tout le monde soit là à temps. Le rendez-vous est ici après le déjeuner à 14h40.